Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président sortant ougandais Yoweri Museveni se maintient au pouvoir en remportant les élections présidentielles. Museveni, qui dirige la nation d'Afrique orientale depuis plus de 3 décennies, a été déclaré vainqueur en totalisant plus de 5 millions de votes, soit 60,75%. Le principal rival de l'opposition, Kizza Besigye, est arrivé en second avec 35%, tandis que l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi a décroché la 3e place avec un peu plus d'1% des suffrages exprimés. Le président Yoweri Museveni a remporté l'élection présidentielle du pays avec 60% des votes. En deuxième position, le dirigeant de l'opposition, le docteur Kizza Besigye, a rassemblé 35% des suffrages exprimés. Le candidat Yoweri Museveni, qui a obtenu le plus grand nombre de votes, et ceci étant en sa faveur, et représentant plus de 50%. La commission déclare Yoweri Kaguta Museveni le président élu de la République d'Ouganda. Cependant, l'opposition du pays a rejeté les résultats de la commission électorale en dénonçant un trucage de l'élection. Nous allons simplement continuer à nous battre pour nos voix, parce que voyez-vous, le trucage des élections confisque les voix des gens, c'est tout. La mission d'observation des élections de l'Union européenne a aussi exprimé sa préoccupation quant à la compétence de la commission électorale pour organiser une élection libre et équitable. La commission n'a pas fait preuve de transparence dans ses décisions et n'a pas informé les électeurs et les adversaires sur les éléments clés du processus électoral, ni dans les délais, ni de manière complète. Le principal candidat de l'opposition, le docteur Kizza Besigye, a été placé en résidence surveillée après l'élection. Il en appelle à un audit indépendant sur les résultats du scrutin présidentiel. Cependant, cette victoire procure au président Museveni un 5e mandat, faisant de lui l'un des dirigeants africains en exercice qui se maintient le plus longtemps au pouvoir. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou cherche à faire un second mandat. Ses rivaux sont Amadou Boubacar Cissé, un ancien ministre de la Planification, et Seyni Oumarou, un ancien Premier ministre. Le Niger a beaucoup de défis comme la corruption, le trafic de drogue, les pénuries de nourriture et la sécurité. Le président Mahamadou Issoufou a pris ses fonctions en 2011 en promettant de lutter contre la corruption, la faim et d'améliorer la sécurité nationale et la croissance économique. Il cherche aujourd'hui à faire un second mandat, toutefois, il est vu différemment par une partie de son électorat qui est frustré par le manque d'avancées dans des secteurs clés et on l'accuse de ne pas avoir honoré ses promesses électorales. 140 km. Mais lui voit les choses autrement. J'ai conservé mes promesses. Nous avons investi près de 11 millions d'euros dans l'infrastructure, l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable, la sécurité alimentaire et la modernisation de notre force armée. Mais ce n'est clairement pas assez. Un rapport de l'indicateur du développement humain des Nations Unies en 2015 a classé le Niger 188e comme l'un des pays les plus pauvres et les moins développés dans le monde. La sécurité alimentaire est aussi une grande source de préoccupation. L'ONU a prévenu que près de 2 millions de Nigériens étaient sous la menace de la faim. Mais la sécurité est dans l'esprit de tout le monde. Boko Haram a lancé des attaques au Nigeria, au Cameroun et au Niger, menaçant la stabilité régionale. Le Niger fait partie d'une coalition militaire régionale qui combat le groupe affilié à l'EI. Le pays n'a pas connu d'attaque majeure depuis 2013. Il y a une présence militaire américaine et française au Niger qui offre une assistance logistique contre les groupes islamiques dans la région. Le président a bien travaillé avec les leaders régionaux et la lutte contre Boko Haram est un bon point. Mais il devra convaincre l'électorat qu'il est la bonne personne pour transformer le pays. Au Soudan du Sud, le gouvernement a condamné les combats survenus dans un camp de protection des civils des Nations Unies. Ces combats ont eu lieu entre des jeunes Chiluks et Dinka ayant fait 18 morts et 91 blessés. Il a été demandé aux civils au sein du camp de rester pacifique et de chercher la réconciliation. Le gouvernement a annoncé que l'armée n'avait rien à voir avec ces affrontements.
L'instabilité politique en Libye a créé une ouverture à exploiter pour les militants du groupe État islamique. Voyons quel est le point de vue des experts au Caire sur la possibilité d'une intervention en Libye. Il règne une intense activité au Caire cette semaine. Le président libyen Fayez el-Sarraj et l'envoyé spécial américain pour la lutte contre l'État islamique, Brett McGurk, se trouvent au Caire pour discuter avec des membres du gouvernement égyptien. Le chef de l'armée libyenne, Khalifa Haftar, vient quant à lui de quitter la capitale égyptienne après quelques jours de visite. La question d'une intervention internationale en Libye est en discussion, mais certains analystes se montrent sceptiques. L'OTAN et les forces internationales sont rapidement intervenus pour évincer Mouammar Kadhafi du pouvoir. Lorsqu'il a quitté son poste et que le pays a été inondé d'armes, les forces internationales se sont retirées de la scène, laissant la Libye dans le chaos. Si elles reviennent, ce sera la fin de la Libye. Aucune force internationale ne sera acceptée, excepté sous le patronage de l'ONU, avec une direction arabe pour contrôler la situation. Alors que les forces de la coalition intensifient leurs attaques en Syrie et en Irak, la Libye est devenue un nouveau refuge pour les membres du groupe État islamique. Ces militants se sont infiltrés dans les pays voisins. Cela a incité l'Égypte à fournir un soutien à l'armée libyenne dans sa lutte contre l'EI. Le Caire prévoit également de se joindre aux efforts de l'ONU pour maintenir la stabilité politique dans le pays. L'Égypte, avec son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, doit convaincre la communauté internationale de soutenir le gouvernement libyen, réarmer et unir l'armée libyenne afin qu'elle puisse mener des opérations militaires sur le terrain contre les terroristes en s'appuyant sur l'expertise et les services de renseignement égyptiens. De cette manière, la victoire pourra être atteinte et la paix sera restaurée dans le pays. La situation en Libye se détériore de jour en jour. Bien qu'une action rapide soit nécessaire, de nombreux experts estiment ici que la solution devrait venir des pays arabes et non pas des pays étrangers. Le Premier ministre français Manuel Valls et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian ont rencontré les soldats français stationnés à Gao au Mali. Les troupes françaises sont au Mali pour sécuriser le nord du pays. Le dirigeant français a atterri au Mali jeudi soir et a rencontré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux hommes ont discuté de la façon de vaincre la radicalisation. Une insurrection islamiste partie du nord du Mali s'étend désormais dans tout le Sahel, malgré les efforts des Français pour la contenir. 20 personnes sont mortes dans le siège d'un hôtel à Bamako en novembre et dans un hôtel du Burkina Faso. Ce sont 30 personnes, dont de nombreux étrangers, qui ont trouvé la mort. Manuel Valls se rendra d'ailleurs au Burkina Faso ensuite. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le Forum économique africain 2016 dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les dirigeants du Nigeria, du Kenya, du Gabon, du Soudan, de Guinée équatoriale et d'Éthiopie participent également à ce forum. 7 chefs d'État et 1200 dirigeants d'entreprises et d'institutions financières venus d'Afrique et du reste du monde sont rassemblés dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Leur but est de tirer le maximum du potentiel de l'Afrique. En dépit des différentes crises qui ont affecté l'économie mondiale au cours de ces dernières années, la liste des économies connaissant la plus rapide croissance inclut au moins 10 pays africains. Les investissements directs étrangers dans les pays africains ont été multipliés par 5 au cours des 10 dernières années. Ce sont des signes qui confirment la richesse des ressources humaines et économiques de notre continent, qui sont suffisantes pour atteindre le développement requis. L'un des sujets figurant à l'agenda est l'accord signé l'année dernière pour intégrer les 3 principaux blocs économiques africains en une seule zone de libre-échange continentale. Nous devons continuer à bâtir notre accord, améliorer nos infrastructures et notre commerce inter-États africain. Il reste encore beaucoup à faire, à la fois dans le cadre de l'accord tripartite et au-delà. Le développement nécessite sans nul doute des politiques et stratégies claires qui peuvent alimenter nos propres conditions spécifiques. Au cours de plusieurs sessions plénières, les défis qui freinent le développement des pays africains ont été abordés. La sécurité, l'économie et la corruption. Je pense que nous sommes très conscients de ces problèmes et l'impact de la nouvelle administration pour sécuriser le pays et de le gérer de manière efficace. Tous les impacts négatifs de la corruption au cours des années ont été éradiqués. Ce forum ne consiste pas seulement en discussions et en sessions plénières, mais aussi à faire des affaires. Certaines entreprises ont ainsi réussi à signer des contrats avec leurs homologues d'autres pays africains.
L'un des principaux contrats du jour a été signé entre la Rift Valley Railways du Kenya et le Conseil égyptien d'exportation des industries chimiques et des engrais. Nous avons des difficultés à accéder au Kenya et à distribuer nos produits du Kenya vers différentes villes et pays. Je pense qu'avec notre nouvelle ligne de chemin de fer et le nouvel accord signé aujourd'hui, cela lèvera beaucoup d'obstacles pour les exportateurs égyptiens et réduira les coûts. Cet accord permettra d'augmenter les exportations de l'Égypte vers l'Afrique de l'Est de 30% en un an. Un nouveau signe que l'unité africaine est la meilleure voie pour le développement du continent. L'Afrique perd chaque année des dizaines de milliards de dollars en raison du crime et de la corruption. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki dirige actuellement une équipe d'experts spécialisés dans la lutte contre les flux financiers illégaux en Afrique. Leur objectif est d'attirer l'attention sur le problème qui coûte toujours plus cher au continent. 1 trillion de dollars. Il s'agit du montant des capitaux que l'Afrique a perdus au cours des 50 dernières années, principalement en raison des activités illégales. Il s'agit à peu de choses près de la somme que le continent a reçue dans le cadre des innombrables programmes d'aide. Selon le panel d'experts des Nations Unies dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, les pertes annuelles atteindraient même les 50 milliards de dollars. Les activités criminelles telles que le trafic de drogue et d'humains constituent à elles seules près de 30% des flux de capitaux sortant d'Afrique chaque année. Thabo Mbeki et son équipe étaient cette semaine aux États-Unis pour mettre la lumière sur le coût réel des activités criminelles et de la corruption pour l'ensemble des pays africains, mais également pour faire pression sur la communauté internationale qui doit plus que jamais apporter son aide afin de faire cesser l'hémorragie financière sur le continent. Je pense que nous n'avons plus le temps. Nous devons immédiatement mettre définitivement un terme aux activités de ceux qui se sont enrichis sur le dos de ceux qui ont le moins dans le monde. Lors d'un discours aux Nations Unies, Thabo Mbeki a rappelé l'engagement des dirigeants des pays africains dans cette lutte. Il a par ailleurs ajouté que le continent lui-même était la source du problème et qu'il serait le premier à bénéficier d'une solution réaliste. Les dirigeants du continent africain se sont engagés à prendre à bras le corps ce problème et appellent la communauté internationale à les aider. Mais nous insistons également sur le fait que la lutte doit avant tout être menée à l'intérieur du continent. Cependant, Thabo Mbeki a rappelé que malgré la volonté politique d'agir, les pays africains ne sont pas encore suffisamment dotés d'institutions capables de résoudre le problème au niveau central, notamment sur des sujets relatifs aux systèmes fiscaux, aux taxes douanières, mais aussi concernant l'échange d'informations financières entre les différents pays du continent. Tournons-nous à présent vers la région de la Corne de l'Afrique où des membres du Parlement somalien s'insurgent contre une directive présidentielle qui les oblige à se soumettre à des contrôles de sécurité à l'aéroport international Aden Adé de Mogadiscio. Cette annonce fait suite à une brèche de sécurité qui a causé l'explosion à bord du vol d'Alo il y a 3 semaines de cela. La sécurité à l'aéroport international de Mogadiscio a été renforcée après que le groupe militant Shebab, affilié à l'Al-Qaïda, a revendiqué la responsabilité de l'explosion à bord d'un A321 de la compagnie aérienne Dalo le 2 février dernier. Les autorités somaliennes veulent que tout voyageur, inclus les députés, soit soumis à des contrôles de sécurité à l'aéroport. Cela a provoqué la colère des législateurs somaliens et a récemment fait l'objet de débats au Parlement. Les députés ont convoqué le ministre de la Sécurité nationale et exigé que leur immunité soit respectée. Nous ne voulons pas voir l'immunité du président, du Premier ministre, du président du Parlement, des députés, des ministres et des chefs d'état-major, de la police et des renseignements militaires violée, en les forçant à passer des contrôles de sécurité. L'immunité des députés fait partie de la Constitution. Tout membre des forces de sécurité qui conteste ce fait doit être puni. Tout ministre du gouvernement responsable de la présente directive doit être questionné au Parlement. Plusieurs députés disent qu'ils ont dû se soumettre à des contrôles aléatoires de sécurité alors qu'ils avaient prouvé être membres du Parlement. Maintenant, plus de 50 législateurs ont présenté une motion contre le président de la République, l'accusant de contourner la Constitution. Toutefois, concernant ces allégations, le ministère de la Sécurité nationale a pris ses distances. L'immunité des membres du Parlement et des ministres est expliquée clairement dans la Constitution. Nous mènerons une enquête sur la question.
Mais permettez-moi de vous informer qu'aucune directive n'a été émise par le ministère de la Sécurité nationale de violer l'immunité des députés. Le resserrement des mesures de sécurité à l'aéroport inclut plus de troupes stationnées à l'aéroport, des chiens policiers qui vérifient les cargos et des machines à rayons X dernière génération. L'enquête sur l'attentat contre le vol d'Alo est en cours. Les personnes faisant l'objet de l'enquête sont les responsables de l'aéroport et de la sécurité, ainsi que la police, dans le but de déterminer comment une bombe a pu être introduite dans un vol commercial à Mogadiscio. L'Afrique du Sud continue de subir les pires sécheresses en 30 ans. Les fermiers peinent à s'approvisionner en eau et en nourriture pour le bétail qui meurt en masse. Heureusement, des organisations sont là pour essayer d'améliorer leur sort. Ce fourrage est destiné aux régions d'Afrique du Sud touchées par la sécheresse. Karl Weishuizen est l'un des milliers de Sud-Africains qui soutiennent une initiative communautaire appelée Hope Grass Project. Avec des amis et des voisins, Karl collecte des tonnes d'herbes coupées à envoyer aux fermiers. Faire une chose positive pour mon pays et pour mon peuple, et aider les fermiers qui souffrent et aider à sauver les bêtes. Au lieu de jeter l'herbe que vous coupez, donnez-la pour les animaux. Les Sud-Africains ordinaires répondent à la crise en établissant des points de collecte dans différentes zones urbaines. Ces tas d'herbes coupées seront compactés et distribués aux fermes les plus touchées. Ce que les gens peuvent faire, c'est déposer leur herbe le jour où elle a été coupée sur les sites prévus à cet effet. Elle sera reçue par nos employés et séchée sur ces emplacements. C'est l'un de nos plus grands sites à Pretoria. Nous traitons entre 5 et 8 tonnes d'herbes coupées par semaine. Ce n'est pas seulement le problème des fermiers, ce n'est pas le problème du département de l'agriculture du gouvernement. C'est quelque chose qui affecte chaque citoyen d'Afrique du Sud. Ce projet fournit aussi une plateforme où les Sud-Africains peuvent se réunir ou s'unir derrière nos fermiers et apporter leur contribution. La distribution d'herbes n'est qu'une mesure temporaire, mais pour Agri SA, c'est déjà quelque chose. Pour nous, c'est une expérience formidable, cette distribution de fourrage aux fermiers. Nous sommes allés dans le Free State la semaine dernière et avons donné ce que nous avons recueilli aux fermiers noirs et aux fermiers blancs, aux petites exploitations et aux grandes. Et c'est formidable de voir à quel point cela leur a redonné l'espoir. C'est l'un des secteurs les plus importants de la société. C'est de la production de nourriture qu'il s'agit. Les agriculteurs d'Afrique du Sud attendent la saison des pluies en cette période de sécheresse terrible qui frappe au moins 5 des 9 provinces du pays. Parmi les zones les plus affectées, la province Nord-Ouest. Heureusement, les bénévoles partent à leur secours. Le piratage a longtemps saigné le secteur de la musique. Les musiciens et labels perdent chaque année des millions de dollars. Mais cela n'est pas inéluctable selon un rappeur zimbabwéen qui affirme qu'un nouveau canal de distribution permet d'éviter le piratage et de rendre leur dû aux artistes. Malgré son illégalité, le piratage de la musique est ici très répandu. Le secteur de la musique tente de promouvoir les contenus originaux, mais ne parvient pas à faire face à la piraterie. Par exemple, nous avons un album sorti en fin d'année dernière par Thomas Mapfumo qui s'appelle Danger Zone. L'album aurait dû se vendre à plusieurs milliers d'exemplaires, on aurait pu tabler sur 10 000. Mais en réalité, à peine 500 ont été vendus. Il nous a fallu un mois pour écouler 500 CD. Mais des milliers de CD changent de main dans les rues. Et pour la plupart, ces disques sont des enregistrements des concerts des artistes. Ces concerts sont le moyen pour eux de gagner de l'argent. Mais avec ce procédé, on évite les studios d'enregistrement. Les studios vont donc faire faillite. Pourtant, rien n'est perdu. Un artiste local pourrait bien avoir changé les règles du jeu. Réalisant que la majorité des Zimbabwéens communiquent via l'application WhatsApp et effectuent des transactions à partir de leur téléphone, Junior Brown a décidé de combiner ces deux aspects lors de la sortie de son dernier single. Donc on a fait des plans pour mettre la musique sur Internet et sur le téléphone, et WhatsApp est le canal de distribution le plus rapide actuellement. Nous avons vendu la musique pour $1 et nous en avons vendu 5000 et ça continue d'augmenter.
La technologie qui a révolutionné le secteur de la musique dans le monde entier est en train de changer les règles du jeu ici aussi. Nous sommes maintenant dans une situation où il est pertinent de faire de la publicité et de parler d'un produit sur Facebook, car tout le monde y est. Et il est pertinent de vendre sur les téléphones, car tout le monde les utilise, et ce, chaque jour. Et il n'y a pas de meilleur moyen que d'utiliser une plateforme utilisée tous les jours pour consommer des médias, à l'image de Facebook ou de WhatsApp, pour acquérir et télécharger un produit. Junior Brown explique que la vente en ligne a été un test payant. Comme solution contre la piraterie, je pense que ça prouve quelque chose de très spécial ici, et quelque chose qui peut être adopté. Mais nous devons nous garder en tête qu'il a composé une super chanson et qu'il est déjà connu. Et Junior Brown entend bien profiter de son succès. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous suivre sur le site internet de la chaîne fr.cntv.cn. Bonne suite de programmes sur notre antenne.